Il y a un fossé qui se creuse avec la nouvelle génération, ceux qui sont en dessous de 20 ans. Ils sont déconnectés. Ils ne savent pas ce que cela veut dire de se voir refuser l'entrée d'un bar parce qu'on est noir. Ils ont de belles maisons, des voitures, vont dans les meilleures écoles, donc ils sont comme les Blancs. Et c'est pour cela que dans les quartiers pauvres d'ici ou d'ailleurs, on accuse les nouveaux riches noirs de ne pas être assez noirs. Le Georgia Dome, fin janvier. 65 000 personnes réunies dans ce stade pour assister au concours national de fanfare afro-américaine. Nous sommes à Atlanta, dans l'État de Géorgie, la ville de Coca-Cola et de CNN, mais surtout celle où est né Martin Luther King. Ici, 60% de la population est noire, tout comme le maire, le chef de la police et les plus grands industriels de la ville. Un destin un peu forcé par l'histoire. Lorsque la ségrégation raciale a pris fin ici, beaucoup de Blancs ont fui la ville, car ils voulaient être sûrs que leurs enfants ne se retrouvent pas dans les mêmes écoles que les Noirs. 50 ans de discrimination positive plus tard, la ségrégation n'est plus subie à Atlanta, elle est choisie. Bienvenue à Spelman, 2000 étudiants, une des meilleures universités du pays. Prix d'entrée, 28 000 $. Une élite noire qui revendique cet apartheid inversé avec fierté. J'ai été dans des écoles privées blanches toute ma vie. Puis j'ai choisi de venir ici car je pensais que ce serait un moyen de me rapprocher de ma culture noire. Comme le système est dirigé en grande partie par des Blancs, tout ce que nous apprenons de notre histoire, c'est l'esclavage. On n'entend pas parler d'auteurs comme Ida B. Wells ou d'autres grands anthropologues, sociologues ou activistes noirs américains. Le but, affirmer l'identité noire américaine. Une mission qui prend tout son sens dans cette classe de sciences politiques où les débats sur la candidature d'Obama font rage. Moi, j'ai grandi à Washington, qui est aussi une ville où les Noirs sont majoritaires. Et je suis ici à Atlanta, où je vois des Noirs au pouvoir, comme dans ma ville natale. Donc pour moi, l'élection d'un candidat noir comme Obama ne me semble pas impossible. Différente, oui, mais pas du tout impossible. Si Obama est élu, vous pensez que ce sera la fin du racisme aux États-Unis ? Même une personne qui atteint ce niveau de responsabilité n'est pas assez forte pour tuer le racisme. Mais cela vous force quand même à regarder les changements en Amérique, parce que vous voyez un homme noir qui est devenu président et sa femme qui est la première dame du pays. Un président afro-américain, ici on y croit dur comme fer. Car à Atlanta, la réussite de la minorité noire ne doit rien au hasard. Comme l'université réservée aux Noirs, des quotas ont été imposés sur le pourcentage d'employés noirs dans les entreprises de la ville. Même chose pour les contrats publics, réservés pour un tiers aux entrepreneurs blacks. Un jackpot pour Roy Sanderson, PDG de Sanderson Industries, qui pèse aujourd'hui 40 millions de dollars de chiffre d'affaires. Atlanta a été reconnue par beaucoup comme étant la Mecque des Afro-Américains. Car ici, on compte beaucoup de Noirs qui ont leur propre business. Maynard Jackson, qui fut le premier maire noir de la ville, a été le premier à favoriser la diversité et à aider les sociétés à se développer et avoir des contrats. Atlanta, ville de tous les possibles, avec le Made in Black qui flotte en étendard. Une formule qui paye. En 10 ans, le nombre d'entreprises tenues par des Afro-Américains a doublé, générant plus de 6 milliards de dollars chaque année. Une manne financière gérée par des agences de coaching pour businessmen black. Ici, on affiche sa réussite, comme Shirley, qui vient d'ouvrir son cabinet d'avocat en centre-ville. Depuis janvier de cette année, nous avons signé 3 clients et 3 nouveaux contrats. C'est génial. Excellent, excellent. 3 clients en 30 jours. Il faut que vous m'appreniez comment vous faites. Chaque mois, l'agence reçoit une dizaine de nouveaux patrons noirs. Le miracle américain en couleur. Nous travaillons sur un nouveau projet qui va ramener entre 25 et 30 millions de dollars. Excellent, excellent. Par ici, la monnaie. Carl Barnes est un des coachs de l'agence. Depuis 20 ans, il observe l'évolution du niveau de vie des Noirs américains. Pour lui, c'est l'apparition d'une classe moyenne qui a tout changé à Atlanta. Les choses ont évolué à partir du succès de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains en 1960, 70 et 80. La première génération est sortie de l'université, elle a travaillé avec de grandes entreprises, elle a compris ce qu'il fallait leur fournir, puis ils ont transmis aux enfants l'esprit d'initiative. Ils ont compris eux aussi qu'ils pouvaient faire partie du rêve américain et devenir patrons. Résultat, depuis 10 ans, 500 000 Afro-Américains se sont installés à Atlanta. C'est plus que dans n'importe quelle autre ville des États-Unis.
Ça, c'est une maison qui vient d'être cédée pour 220 000 $. Les acheteurs déménagent de Cincinnati dans l'Ohio parce que les opportunités pour les Afro-Américains sont bien meilleures ici. Marquita Weaver vend des maisons dans la nouvelle banlieue noire aisée d'Atlanta, Brook Glen. Pour elle, pas de crise des subprimes, sa société profite pleinement de ce boom immobilier aux allures de repli communautaire. C'est confortable pour nous de vivre ensemble. C'est sympa d'avoir un voisin qui vous ressemble et qui peut comprendre les épreuves que vous traversez au quotidien. Vous savez, il existe plusieurs autres quartiers aisés dans le coin qui ont été comme trustés par les Afro-Américains. Cela montre que les Noirs ne vivent pas toujours dans des ghettos, contrairement aux idées reçues. Fini les ghettos donc. À Atlanta, on nivelle par le haut. Une nouvelle vague surfée par les politiques. Fin de journée dans un hôtel de luxe du centre-ville. Ce soir, l'avocat d'affaires Burrell Ellis fait son meeting. Il se présente à la tête du comté de DeKalb, 700 000 habitants, majoritairement noirs et aisés. C'est officiel, mesdames et messieurs, je suis votre candidat. L'argument de campagne de Burrell Ellis, c'est sa réussite. Démocrate et partisan d'Obama, il incarne la génération noire décomplexée et n'hésite pas à monter au créneau quand il le faut. Nous avons toujours eu des enclaves ethniques aux États-Unis. Il y a eu des enclaves juives, des enclaves polonaises, et pour différentes raisons, ils se sont toujours retrouvés entre eux. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons ensemble par choix. Et la plupart du temps, nous habitons ensemble dans des beaux quartiers, avec des belles écoles et des administrations qui fonctionnent bien. Pourtant, c'est intéressant de voir qu'on utilise encore des termes comme quartier noir. C'est un terme que personne n'utilise pour un quartier blanc, tout simplement parce que c'est toujours considéré comme la norme dans ce pays d'être blanc. Une norme qui pourrait bien changer. Université d'élite, businessman millionnaire, homme politique, aujourd'hui les changements sont visibles à Atlanta. Donald Murray, lui, a connu la ségrégation. Activiste depuis 30 ans, il a lutté pour le droit des Noirs aux États-Unis. Il analyse avec désarroi les changements amenés par la réussite. Il y a un fossé qui se creuse avec la nouvelle génération, ceux qui sont en dessous de 20 ans. Ils sont déconnectés. Ils ne savent pas ce que cela veut dire de se voir refuser l'entrée d'un bar parce qu'on est noir, de devoir rentrer par la porte de derrière. Ils ne connaissent pas ça. Ils ont de belles maisons, des voitures, vont dans les meilleures écoles, donc ils sont comme les Blancs. Et c'est pour cela que dans les quartiers pauvres d'ici ou d'ailleurs, on accuse les nouveaux riches noirs de ne pas être assez noirs. Pas assez noir, c'est ce que l'on a reproché à Barack Obama au début de sa campagne. Comme si l'Amérique, noire ou blanche, n'osait toujours pas croire au rêve de Martin Luther King.